Quand j'ai arrêté la pilule hormonale, j'ai découvert ce que c'était la libido, vraiment, réellement. Puis on a beaucoup de personnes aussi qui commencent à utiliser la méthode symptothermique et qui nous disent « Waouh, je découvre ce que c'est la libido ». J'ai fait mon jeûne et mon ovulation n'est pas arrivée comme elle aurait dû arriver au moment où je l'attendais. Le corps, il a l'incroyable intelligence de se dire c'est pas le moment pour faire un bébé, elle n'a pas les ressources, elle est carencée, elle n'a pas assez mangé, elle est stressée, enfin peu importe les raisons. On appelle à la prudence par rapport aux applications mobiles, déjà parce qu'il y a une majorité d'applications qui sont basées sur la méthode du calendrier, qui est une méthode de contraception qui est très peu fiable. C'est là où il y a plus de danger en fait, parce que les personnes vont vraiment se fier à l'application plutôt que se fier à leur corps et à leurs signes physiologiques, parce qu'on en a déjà parlé, l'ovulation, elle peut arriver très tardivement dans le cycle, plus tôt, il peut y avoir des cycles irréguliers, puis l'application, elle ne sait pas qu'il va y avoir un cycle irrégulier, elle ne sait pas que... Salut Perrine, comment ça va? Allô, ça va très bien et toi? Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de quel organisme que tu es aujourd'hui? Oui, donc moi c'est Perrine Austruy, je suis coordonnatrice au contenu scientifique et aux communications chez Serena Québec. Et Serena Québec, on est spécialisé dans l'enseignement et la transmission des savoirs en santé reproductive et en gestion naturelle de la fertilité humaine. Oui, et vous êtes un organisme à but non lucratif. Oui. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que toute l'information qui est partagée aujourd'hui, vous n'êtes pas contre la pilule contraceptive. Vous êtes vraiment comme... Pour le choix. Voilà, c'est ça. Parce que souvent, quand on a juste une information, on se fait dire, mettons par notre médecin, on va voir à 14 ans, tu fais un peu d'acné, OK, prends la pilule contraceptive. On se fait pas dire toutes les informations et ça ne devient pas un choix éclairé, mais plutôt pas de choix ou un choix imposé. Là. Exactement. Fait que là, ce que j'aimais aujourd'hui, c'est que tu as tout nous éclairé. Et là, par rapport le lien avec les menstruations, c'est que quand on est en cycle naturel, c'est vraiment des menstruations versus quand on est sur la pilule. On en pourra en reparler dans l'épisode. Mais est-ce que tu veux commencer par nous dire qu'est-ce que c'est la méthode symptothermique? En quoi c'est différent de la méthode du calendrier ou de la méthode de Gino? Parce que c'est en faisant des recherches, j'ai compris que c'était plus complexe que juste savoir, OK, ben je veux mon jour 14, puis tu sais, voilà, il faut que je fasse attention si je suis en recherche de contraception. Oui. Veux-tu commencer par me dire qu'est-ce que c'est, puis après ça, me dire pourquoi qu'on l'utiliserait ou qui ou dans quel contexte? Oui. Donc la méthode symptothermique, c'est une méthode qui permet d'observer le cycle menstruel et d'observer en fait les variations hormonales qu'on a tout au long du cycle menstruel. On va observer 3 signes et je pourrais rentrer plus en détail sur l'explication des signes, mais je vais juste nommer pourquoi on utilise ces 3 signes. En fait, on va observer la glaire cervicale, donc les sécrétions qu'on a au niveau de la vulve. Cette glaire cervicale, elle va évoluer selon les hormones tout au long du cycle menstruel et elle va pouvoir nous permettre de savoir que, par exemple, l'ovulation s'en vient. On va aussi prendre la température basale. Donc, la température basale, c'est la température du corps au repos. Puis, la température basale va augmenter passé l'ovulation. Donc, on va savoir que l'ovulation est passée et que l'ovule est mort parce que la température basale a augmenté. Et on va observer aussi le col de l'utérus parce que la position du col de l'utérus varie tout au long du cycle menstruel. Ça, peu de personnes le savent, mais c'est vraiment un signe utile, en tout cas quand on est en contraception ou en recherche de grossesse ou qu'on veut en savoir plus sur notre équilibre hormonal. Et grâce à ces 3 signes de fertilité, on va pouvoir noter où on en est dans notre cycle menstruel. Et nous, on a choisi, donc on enseigne la méthode symptothermique depuis 1955 parce qu'on pense que c'est un outil vraiment précieux pour mieux comprendre notre physiologie humaine et la physiologie du cycle menstruel. Mais on la confond souvent avec la méthode du calendrier, comme tu l'as nommé, la méthode Ogino, et d'autres méthodes aussi je dirais désuètes, comme par exemple la méthode de la température qu'utilisaient nos grands-mères il y a quelques décennies. Parce qu'on oublie toutes les autres, les 2 autres points, donc la hauteur du col de l'utérus et soit la température ou soit la glaire, en fait, là, avec ça. Là. Avec la méthode des températures, en fait, les personnes prenaient juste leur température basale pour confirmer que l'ovulation était passée, mais ça laissait une grande
période une grande période avant d'incertitude avant l'ovulation, donc il y avait plus de risques par rapport à ça. Et la méthode du calendrier, en fait, elle part du postulat que selon la taille du cycle, en fait, l'ovulation arrive au milieu du cycle, puis ça va nous donner une phase de fertilité probable. Mais nous, on se rend compte avec la méthode symptothermique qu'il y a des personnes qui ovulent plus tôt dans le cycle, qui ovulent plus tard. Moi, par exemple, sur un cycle de 28 jours, ça m'est déjà arrivé d'ovuler à mon 21e jour, à l'époque où j'avais une phase lutéale très courte. Donc, on se rend compte que ça s'applique pas, la méthode du calendrier, à tout le monde. Puis, surtout, on a des personnes qui ont des cycles irréguliers. Puis, un cycle irrégulier peut arriver n'importe quand dans la vie. Ouais. Un stress, des personnes qui vont avoir une carence alimentaire. À un moment donné, ça peut repousser l'ovulation. Puis là, on sort du cadre du calendrier parce que ça va produire un cycle irrégulier. Puis là, on se met vraiment à risque. Si on utilise la méthode, en tout cas en contraception, ça met à risque de grossesse, ouais. Veux-tu un petit peu détailler chacun des signes, c'est ça, à observer, là? Oui. Donc, on a la glaire cervicale qui est une sécrétion au niveau des glandes qui sécrètent la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus, donc au fond du vagin. On va avoir... Excuse-moi, c'est à l'intérieur du col de l'utérus? C'est à l'entrée du col de l'utérus qu'elles sont situées le plus. Au bas, Oui, okay. Au bas. Okay. Ouais. Donc, au fond du vagin, si on rentre 2 doigts, on va trouver le col de l'utérus. Puis c'est à ce niveau-là que la glaire cervicale est sécrétée. La glaire cervicale, donc, c'est une sécrétion qui va évoluer tout au long du cycle menstruel. Au moment des menstruations, on peut, pour les personnes qui ont un cycle très court, avoir de la glaire cervicale, mais pour les personnes qui ont un cycle normal, on va avoir la période des menstruations, donc qui débute le cycle. On va avoir une période qu'on appelle la période de sécheresse. Donc, à ce moment-là, on n'observera pas de glaire cervicale, on observera certainement des leucorrhées, puis j'y reviendrai après, des leucorrhées physiologiques. Ensuite, on va avoir le début de l'apparition de la glaire cervicale. Donc, au début, la glaire cervicale, elle va être plus opaque, moins filante, donc plus cassante entre les doigts si on la récupère. En fait, plus ça va, puis plus je la compare aussi à du mucus qu'on peut avoir au niveau nasal, en fait. Ouais. Elle est constituée de glycoprotéines. Donc, en fait, elle se tient dans les doigts. Puis plus on approche... D'où la raison pourquoi on compare souvent au blanc d'œuf aussi, qui est plein de protéines exactement. Crues, là, ouais. Oui. Puis plus on se rapproche de l'ovulation et plus on va pouvoir étirer la glaire dans les doigts, plus elle va être transparente et plus elle va se rapprocher justement du blanc d'œuf cru. Est-ce que la glaire est toujours transparente? Tu fais bien de poser la question parce qu'il y a beaucoup de confusion sur qu'est-ce qui est des leucorrhées physiologiques, donc les pertes blanches, puis qu'est-ce qui est de la glaire cervicale. La glaire cervicale, vraiment, elle se tient dans les doigts, puis plus elle va évoluer et plus elle va se rapprocher de cet aspect de blanc d'œuf cru, alors que des leucorrhées physiologiques, c'est le vagin qui se nettoie, puis ça, il le fait à tous les jours. Et c'est ce qu'on va retrouver des fois dans la culotte, c'est comme une petite crème, mais qui sèche vraiment très vite, puis qui va avoir une texture plus poudreuse quand on va venir gratter le fond de la culotte. Ça va être des leucorrhées physiologiques. En fait, c'est le vagin qui se nettoie à tous les jours. Puis on va vraiment venir faire la distinction par rapport à de la glaire cervicale. De la glaire cervicale, ça se tient, et si on la mélange, par exemple, dans un verre d'eau, on va la voir flotter. On va la voir se tenir dans l'eau. Alors que si on mélange des leucorrhées physiologiques dans de l'eau, elles vont se dissoudre parce qu'il n'y a pas de glycoprotéines. Ouais. Donc si vraiment on confond les deux, on peut faire le test du verre d'eau pour venir faire la distinction, puis mieux comprendre la différence entre les deux types de sécrétions. Mais est-ce que ça se peut la glaire descende pas, puis qu'on confonde, puis qu'on pense qu'on n'a jamais d'ovulation? Tout à fait. Puis c'est vraiment le principe de nos ateliers aussi. On enseigne à faire la distinction entre les différentes sécrétions. Puis c'est le principe aussi de notre accompagnement, parce que suite à l'atelier, on conseille vraiment aux personnes de prendre un accompagnement puis de venir poser des questions pendant 1, 2, voire même on conseille
3 accompagnements téléphoniques minimum pour venir s'assurer qu'on a bien compris l'enseignement de l'atelier, puis pour vraiment venir faire la distinction, par exemple, entre les différents types de sécrétions. Puis c'est une bonne pratique si on ne voit pas de glaire cervicale, mais qu'on sait, par exemple, qu'on est entré dans notre certainement période de fertilité probable, d'aller insérer 1 ou 2 doigts dans le vagin pour aller récupérer de la glaire cervicale. Puis, parce que si par exemple on est en action pendant la journée, on se lève, on va marcher, on va aller au bureau, on va être dans une position qui fait que la glaire cervicale, elle va naturellement descendre au niveau de la vulve. Si on est plus sédentaire, par exemple qu'on ne s'est pas beaucoup levé pendant la journée, c'est possible que la glaire cervicale soit présente, mais qu'elle soit restée à l'intérieur du vagin. Donc c'est un bon point en fonction de comment on vit notre journée aussi, d'adapter la manière de pratiquer la méthode symptothermique. Sinon, la glaire cervicale, on va la retrouver souvent sur le papier toilette. Au moment où on passe le papier à la toilette, la vulve va être plus glissante. Ouais. On va sentir cet aspect plus glissant. Ou sinon, même, on peut voir tomber de la glaire cervicale dans la toilette et la glaire cervicale se tient. Donc, on la voit soit couler, soit flotter. Mais la glaire cervicale se tient alors que toutes les autres sécrétions vont se dissoudre immédiatement dans l'eau, donc on ne va pas les voir dans la toilette. Puis c'est tellement important d'en parler parce qu'il y a des personnes qui... Ben, ça ne nous est pas vraiment enseigné, là, ni à l'école, ni par nos parents en général. Puis j'avais entendu des personnes qui sont allées faire une colonoscopie parce qu'elle pensait qu'elle faisait, qu'elle avait de l'incontinence fécale ou que c'est ça. Elle pensait que ça provenait de l'anus versus les sécrétions vaginales. Donc, elle dit, docteur, j'ai un problème, faites-moi... Bon. Fait que, tu sais, quand tu sais que, OK, c'est normal, ça arrive, et ça n'arrive que aussi sur un cycle naturel. Hein? Mm-hmm. Ça n'arrive pas quand on est sur une méthode hormonale. Tout à fait. Et là, ça, donc, c'est important à savoir. Et comme ça va varier, il y a des choses aussi qu'on prend soit dans l'alimentation ou dans la médication qui peut faire varier le niveau de glaire. Veux-tu nous donner des exemples? Premièrement, l'hydratation. C'est vraiment un point qui revient très souvent. Les personnes qui s'hydratent moins bien, qui boivent moins d'eau, vont observer moins de glaire cervicale, tout simplement parce qu'en fait, l'eau, elle va d'abord dans les fonctions vitales. Donc, elle va aller dans les organes, elle va aller dans les cellules. Et en dernier lieu, s'il reste assez d'hydratation pour la journée, l'eau va se rendre dans la glaire cervicale. Donc, c'est comme la fonction reproductive est toujours au second plan dans le corps, dans la physiologie humaine. Donc, c'est quelque chose à penser au quotidien. Si on ne boit pas assez d'eau, on observera certainement moins de glaire cervicale, voire très peu. Ensuite, on a des médicaments qui vont avoir une incidence sur la sécrétion de glaire cervicale. Tout ce qui va atteindre le mucus, donc les antihistaminiques. Oui. On utilise les antihistaminiques pour quand on est enrhumé ou quand on a des allergies. Et ça stoppe complètement la production de mucus, donc ça stoppe aussi la production de glaire. Mais ça va pas stopper l'ovulation, là. Non. Ça stoppe. En fait, c'est juste qu'il va en avoir moins. Oui, exactement. Parce que, dans le fond, là, la glaire, ça a une fonction. Puis c'est comme, dans le fond, pour laisser passer les spermatozoïdes. Puis là, une fois, j'essayais de trouver une image, puis corrige-moi si je me trompe, là, ou si c'est vraiment pas bonne, là. Mais dans le fond, c'est comme un peu le saumon. Un poisson, ça a besoin de nager dans l'eau, comme un peu un spermatozoïde, là, ça nage. Oui. Et là, c'est comme si le saumon veut remonter la rivière, mais pour pouvoir remonter la rivière, il faut qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Exactement. Si la rivière devient sèche, il pourra pas passer. Donc, c'est pour ça que la glaire va varier. Au début, c'est vraiment pour bloquer les spermatozoïdes. Oui. Puis bon, fait que c'est ça. Donc, il y a quand même une fonction. Oui. Surtout en recherche de grossesse, c'est super important d'avoir cette information parce que plus on a une belle glaire cervicale de bonne qualité et plus les spermatozoïdes pourront se rendre à l'ovule facilement. Mais là, est-ce que ça va quand même être possible de tomber enceinte si on prend des antihistaminiques? C'est une bonne question. Je connais pas les études. J'imagine que ça va varier. Je sais même pas si de chaque personne. C'est quand même comme information, mais ça serait intéressant de le savoir, ouais. L'alimentation sucrée aussi, ça fait produire plus de mucus? L'alimentation peut avoir une incidence sur le mucus et sur la sécrétion de glaire cervicale. J'ai lu
en tout cas sur le sujet, tout ce qui est plus acidifiant va avoir tendance à diminuer la production de la glaire cervicale. OK. Ouais. Et le sucre, c'est acidifiant? Oui. OK. Ouais. Le café, l'alcool, OK. le sucre, oui. Ouais. OK. Donc là, à ce moment-là, on va plus en produire. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fertile là, à ce moment-là. On va moins en produire. On va moins produire de glaire cervicale si on mange très, très acidifiant pour le corps. Mais je pensais que le sucre, ça faisait augmenter le mucus. Alors, j'ai lu d'autres sujets, mais j'ai pas vu d'études scientifiques à ce sujet, par contre, donc je me garde quand même une réserve. OK. Que tout ce qui va être plus laitage, gluten, etc., ça va avoir tendance à augmenter les mucus du corps. Donc, oui, c'est ça. Mais je me garde vraiment une réserve. Puis ça, on l'enseigne pas dans nos ateliers. Ouais. OK, bon, mais on sait que ça peut avoir une incidence. Oui, l'alimentation, c'est sûr. OK. L'alimentation, l'hydratation et la médication, oui. Puis là, tu nous parles de glaire. Les sécrétions vaginales, c'est produit vraiment par les muqueuses vaginales. Oui. Et comme tu dis, ça, c'est à tous les jours. Puis ça peut varier selon si, mettons, quelqu'un qui va mettre un protège-dessous à tous les jours, qui va créer l'effet hermétique, ben là, ça va créer encore plus de sécrétions vaginales parce que le corps, il se dit, hey, il faut que je me protège. Donc, genre, parce que dans le fond, ça va servir vraiment à auto-nettoyer le vagin. Oui. Les leucorrhées physiologiques, c'est vraiment le vagin qui se nettoie à tous les jours naturellement. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits à l'intérieur du vagin pour venir nettoyer le vagin. Le vagin le fait tout seul, puis il a trouvé plein de recours physiologiques pour faire ça comme un grand. Moi, je vote pour qu'on arrête d'appeler ça des pertes blanches, parce que c'est à toutes les fois que le mot perte blanche est dit, il y a tout le temps un petit dédain avec... alors que si on appelait ça des sécrétions vaginales, mais ça, il y aurait moins de honte. J'entends tellement d'adolescentes ou de petites filles comme qui plient leur bebête ou qui nettoient leur bebête pour pas que leur mère voit. Mais tu sais, il n'y a pas de honte, là. On est toutes pareilles, puis c'est naturel, puis il n'y a pas de honte à y avoir. Oui, il y a énormément de tabous autour de la glaire cervicale et des sécrétions des leucorrhées physiologiques, plus qu'autour des menstruations. C'est vraiment comme un sujet qui est ultra caché, puis ça fait qu'il y a des jeunes filles et même des personnes plus âgées, même on a pu en voir, qui pensent toujours que quand elles ont beaucoup de glaire cervicale ou d'autres sécrétions, pensent qu'elles sont malades. Pas nécessairement. Ça peut être le cas. On peut observer des sécrétions pathologiques. À ce moment-là, c'est important de consulter un médecin. Mais le sujet est tellement caché, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes pendant un long moment de leur vie qui vont penser qu'elles sont pas normales, puis que c'est... C'est parce que je pense que ça vient de là. C'est parce que dans mon temps à l'école, là, dans les cours de FPS, c'est qu'ils t'apprennent que, OK, si tu as une vaginite, par exemple, là, tu peux avoir des sécrétions, puis là, ça ressemble à du fromage cottage. Fait que là, c'est comme si les gens associaient automatiquement sécrétion vaginale ou perte blanche à elle a une vaginite, puis comme si c'était honteux, puis comme la personne, c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on passe autant de temps. Je l'ai juste démystifié, puis il y a tellement de tabous, c'est ça, lié à ça, là. C'est juste des choses normales. Puis, y a-t-il une différence de couleur? Parce qu'il y a des pertes blanches sont pas blanches, là. Tu sais, ils sont un peu beige, un peu même, ils peuvent tendre un peu plus vers le jaune, sans être trop jaune proéminent, que là, ça peut être un indicateur d'une infection, là. Mais est-ce que c'est la même chose pour la glaire ou quand elle n'est pas au moment de l'ovulation? Ou est-ce qu'il y a une variance de couleur? La glaire, elle va être plus opaque au début, quand elle commence à apparaître. Donc, elle va être plus blanc cassé, mettons. Ça. Puis plus on se rapproche... Mais par rapport aux sécrétions vaginales? Par rapport aux sécrétions vaginales... à peu près similaire? Oui, c'est la palette de couleurs est à peu près similaire. OK, c'est ma comparaison. Mais oui, je sais que vers l'ovulation, ça devient vraiment plus transparent. Oui, c'est ça. Et là aussi, il y a une autre chose qui peut arriver qu'on pourrait croire qu'on est en ovulation, c'est, je sais pas comment dire, là, pendant l'excitation sexuelle, il y a les glandes de Bartholin. Oui, vas-y. Oui, les glandes de Bartholin, on va sécréter une sécrétion qui permet de lubrifier en fait le vagin pour la relation sexuelle. Et c'est aussi une sécrétion qu'on vient différencier de la glaire cervicale pendant l'atelier. Puis on apprend à différencier
Oui. Parce que cette sécrétion-là, elle est vraiment plus liquide. Tu sais, c'est pas autant visqueux. Ce serait ça la différence entre les deux? Oui, puis c'est une sécrétion qui est sécrétée plus au niveau de l'entrée de la vulve. Donc c'est une sécrétion qu'on va pas retrouver, en tout cas, sauf si on vient d'avoir à la vulve versus au col Oui, de l'utérus. exactement. D'où l'importance que, tu sais, si on n'est pas sûr, d'oser mettre un doigt dans le vagin, puis que c'est correct. Là, Oui. Puis souvent, quand on fait ça, on est dans la douche, puis on se nettoie après. C'est pas comme si on se décrottait le nez en public, puis après, si on allait serrer la main des gens. Là, on se nettoie surtout avant, mais on peut se aussi après. C'est ça. Oui. Ça, c'est au niveau des... Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur la glaire ou... Là, c'est sûr que dans un podcast, on n'aurait pas le temps de passer à travers toutes les informations qu'on donne en atelier. Mais si le sujet intéresse les personnes, on donne plusieurs ateliers par mois. Puis les inscriptions sont possibles sur le site internet de Cereda Québec. Et les ateliers sont combien? Est-ce que c'est gratuit? C'est $50 pour les membres, mais il y a l'obligation de devenir membre. C'est $45. Il y a une gratuité pour un partenaire. Donc, c'est ça. Puis ensuite, il y a un accompagnement gratuit tant et aussi longtemps qu'on reste membre de l'organisme. Okay. Donc les personnes, ça nous tient à cœur que les personnes qui suivent un atelier avec Serena puissent avoir un accompagnement téléphonique pour poser les questions, vérifier qu'elles ont bien compris les enseignements de l'atelier. Et en cas de doute, quand on commence à utiliser les graphiques symptothermiques, des fois il y a des doutes, il y a des questions. Donc on trouve ça important que les personnes puissent nous appeler gratuitement. Et pardon, répète-moi ta question. Mais en fait, juste pour terminer là-dessus, c'est pas... Si on prenait, mettons, la pilule contraceptive et qu'on payait, tu sais, on rentre rapidement dans notre argent, tu sais, c'est pas non plus... Oui, c'est ça. J'ai pas $2000 là, pour ça. Fait que c'est quand même raisonnable. C'est 3 heures. C'est 3 heures d'atelier. Okay. Bon, en plus. Et on a une préparation avant. Enfin, on reçoit une documentation avant et on a un exercice après. Ah, c'est bon ça, parce que tu as le temps de lire puis là, de préparer tes questions. S'il y a quelque chose qui... Tu comprends moins bien, ben là, à ce moment-là, l'atelier sert à ça. Là. Oui. Et donc, ça, c'est pour l'observation de la glaire. Après ça, si on entre... Est-ce que tu veux commencer par la température ou la hauteur du col? La température, généralement, c'est ce que j'explique en deuxième, parce que une fois qu'on a confirmé qu'on rentre dans notre phase de fertilité probable, que l'ovulation s'en vient... Oh, attends, oui, excuse-moi. J'ai dit, combien de temps ça peut durer? Est-ce que ça peut varier, la glaire transparente? Alors, c'est une très bonne question. Et on a un tableau dans un atelier qui montre le nombre de jours où on sécrète de la glaire en fonction de l'âge qu'on a. Et je crois... Alors, j'aurais dû prendre le tableau, mais je crois que à 22 ans à peu près, on sécrète environ 7 à 8 jours de glaire cervicale. OK. Et plus on avance en âge et plus ça réduit. Puis bien sûr, quand on est avancé dans la préménopause, donc la période qu'il y a avant la ménopause, on n'a plus que 1 ou 2 jours de sécrétion de glaire par cycle menstruel. Et donc là, ça arrive vraiment au moment de l'ovulation. Oui. Plus que si on est en début vingtaine, ou est-ce que là, ça peut être vraiment long. Oui, les jours où on sécrète la glaire cervicale, c'est les jours qui vont précéder l'ovulation. C'est sûr qu'on a aussi un petit peu de glaire cervicale après l'ovulation, le temps que le vagin se nettoie complètement. Mais là où on va vraiment sécréter la glaire, c'est avant l'ovulation. Parce qu'en fait, il y a un boost d'oestrogène avant l'ovulation qui vont permettre de faire croître cette glaire cervicale et d'augmenter les sécrétions. C'est ça. Donc là, au niveau... Oui, excuse-moi, je t'ai fait une parenthèse pour revenir en arrière. Au niveau de la température. Oui. Veux-tu nous en parler? Comment qu'on la prend? Parce que là, la première fois que mon ami m'avait parlé que sa mère, elle faisait ça, moi, j'ai automatiquement pensé que sa mère se mettait un thermomètre dans la bouche tous les matins. Là. Mm-hmm. Alors, veux-tu nous dire pourquoi c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour pratiquer la méthode symptothermique, ça dépend dans quelle
objectif on l'utilise, mais en contraception, on va être plus rigoureux. Puis on va venir prendre la température à partir du 5e jour du cycle et jusqu'à temps qu'on ait confirmé l'ovulation, donc jusqu'à 3 températures hautes après la période d'ovulation. Il y a aussi d'autres règles qu'on apprend en atelier, puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la température, on l'apprend avec un thermomètre basal à 2 décimales après la virgule. C'est important parce qu'on a des personnes qui achètent un thermomètre de la pharmacie qui a qu'une seule décimale après la virgule et en fait, il n'y a pas assez de précision dans ces thermomètres pour pouvoir prendre la température basale. À Montréal, en tout cas, moi, j'ai facilement trouvé, là, mais c'est vrai qu'en région éloignée, des fois, les pharmacies ne les tiennent pas tous. Exactement. Mais c'est correct que ce soit le thermomètre à 20 $ à la pharmacie. Oui. L'important, c'est d'avoir 2 décimales. 2 décimales après la virgule. Okay. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous contactent en nous disant « j'arrive pas à trouver le thermomètre dans ma région ». Donc, c'est pour ça qu'on l'offre sur notre site Internet aussi. On a comme une boutique en ligne. Mais oui, c'est ça. Donc, un thermomètre basal à 2 décimales. On va venir prendre la température à tous les jours à peu près à la même heure, donc avec 1 heure de possibilités avant et après. Mais on va la prendre de manière régulière au réveil. Donc, il ne faut pas avoir posé le pied par terre ou fait une activité parce que la température basale, c'est vraiment la température du corps au repos. Et en fait, avant l'ovulation, on va se situer sur un plateau de température plutôt bas. Attends, là. Il faut prendre la température idéalement au niveau vaginal. Au niveau buccal ou au niveau vaginal. OK. Généralement, les personnes le font plutôt au niveau buccal. OK. Là où on va conseiller plutôt d'aller prendre la température au niveau vaginal, c'est quand, par exemple, les personnes, mettons l'hiver, elles dorment avec très peu de chauffage, donc la pièce est plutôt froide et elles vont dormir la bouche ouverte. Donc, au moment de prendre leur température, ça va faire des températures vraiment plus basses que ce qu'elles ont l'habitude d'observer le reste de l'année. Donc, à ce moment-là, on va venir conseiller plutôt une prise de température au niveau vaginal, mais sinon, les deux fonctionnent. Puis là, aussi, je pense qu'il faut être... Supposons qu'on va aux toilettes en fin de nuit. L'idéal, quand tu dis c'est vraiment au repos, à ce moment, puis idéalement que ça soit à peu près à toutes les mêmes heures. Mm-hmm. Donc, pour aller aux toilettes, si c'est comme trop tôt dans la nuit, on veut pas nécessairement prendre sa température. Là, on peut aller aux toilettes. Mais l'important, c'est de dormir au moins 2 heures. Ouais. Ça? Au moins 1 heure avant de sommeil profond. Oh, juste 1 heure? Ouais, OK. 1 heure. Puis, en fait, ça va dépendre aussi des métabolismes des personnes. Donc, c'est sûr qu'il y a la règle, mais il y a aussi après, c'est quoi, moi, mon identité physiologique. Puis on voit qu'il y a des personnes, à partir du moment où elles se réveillent, elles vont sur leur téléphone, elles posent un pied par terre, le métabolisme s'accélère, puis le rythme cardiaque s'accélère, la température augmente. Donc ces personnes vont pas pouvoir, même si elles vont à la toilette puis elles se rendorment comme 15 minutes, elles vont pas pouvoir valider leur température ce jour-là parce que leur température sera beaucoup plus haute que toutes les autres températures qui ont été prises. Par contre, il y a des personnes avec un métabolisme plus lent qui vont pouvoir aller à la toilette, se recoucher, puis ça paraîtra pas vraiment par rapport aux autres températures de leur graphique. Donc c'est aussi au cas par cas, puis c'est bon de noter un maximum d'informations à ce moment-là. Moi, sur mon graphique, je fais plein d'annotations, je me suis levée à telle heure, etc. Comme ça permet de faire des choix. Une fois qu'on vient au moment d'observer toutes nos températures puis de faire des interprétations, ça me permet de dire cette température, je vais pas la prendre en compte parce que cette nuit-là, j'ai très mal dormi puis je me suis certainement réveillée plusieurs fois avant mon réveil le matin. Ouais. Je pense que vous conseillez combien de cycles comme pour évaluer puis après ça, vraiment l'appliquer quand on veut l'utiliser pour la contraception? Oui. Combien de cycles vous suggérez? Surtout si on vient d'arrêter une contraception hormonale, on va attendre c'est pas vraiment un cycle, mais c'est un épisode parce qu'on va attendre le retour des menstruations, des premières menstruations. Ouais. Donc il y a tout un cycle où on va juste observer ce qui se passe. On va pouvoir commencer à observer notre glaire cervicale. On va pouvoir commencer éventuellement à s'entraîner à prendre la température à tous les matins pour que ça devienne une routine. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, quand on n'est pas habitué, on risque d'oublier là, si ça fait pas partie de notre routine quotidienne. Exactement. Puis pendant
pendant ce cycle-là, même si on a une ovulation, on ne va pas utiliser la méthode symptothermique en phase d'infertilité post-ovulatoire. Donc, on ne va pas vouloir prendre de risques au premier cycle. Donc, on ne va pas utiliser la méthode symptothermique comme méthode de contraception, même si on peut commencer à faire les observations. Ouais. Puis, le deuxième cycle, on va pouvoir considérer la période d'infertilité post-ovulatoire, mais toujours pas la phase d'infertilité pré-ovulatoire. Donc, ça va être vraiment à partir du troisième cycle qu'on débute qu'on va pouvoir commencer à utiliser la méthode symptothermique. Donc, c'est sûr qu'il y a des discussions à avoir en attendant ce moment-là. Mais il y a d'autres méthodes de contraception quand exactement. même, hormonales aussi, la barrière, oui. etc. Puis, il y a aussi... pendant cette période, on conseille de faire plus d'observations que pas assez. Puis on conseille de prendre un accompagnement aussi. Parce que là où on voit le plus d'erreurs, c'est des personnes qui soit se forment en autodidacte, ça c'est comme encore un autre sujet, mais qui n'ont pas d'accompagnement, puis qui vont faire des fois des suppositions, se dire ah ben là comme je pense qu'il se passe ça, donc c'est à ce moment-là qu'on prend plus de risques contraceptifs. Oui, ben c'est sûr que si l'objectif, c'est de ne pas tomber enceinte, on ne veut pas que ça arrive. Là. Ouais. C'est quoi les principales erreurs? Tu as des exemples à nous donner de ce qu'on pourrait faire attention? Oui, ça, on va plus le voir chez des personnes qui vont pas apprendre la méthode symptothermique avec un organisme spécialisé ou avec des formateurs et des formatrices accrédités, mais des personnes qui vont plus se former en autodidacte. Donc, ils vont faire des lectures, qui vont lire des livres. Et la problématique qu'il y a quand on finit de lire un livre ou qu'on fait beaucoup de lectures, c'est qu'on on a beaucoup d'informations, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus utile de retenir pour l'aspect sécuritaire en contraception. Ouais. Alors que dans l'atelier, quand on termine l'atelier, on connaît le calcul théorique, on connaît les règles obligatoires à connaître pour utiliser la méthode symptothermique. Et c'est ça. En tout cas, ça, c'est une erreur qu'on retrouve beaucoup. Moi, je vois aussi de plus en plus de personnes qui utilisent des applications, mais des applications qui sont plus de type, je parle des applications mobiles, qui sont plus de type calendrier et qui vont un petit peu mixer les deux. Donc, la méthode du calendrier, donc on sait qu'il y a un taux possible, un taux de risque de grossesse de 15% en usage courant. Donc, c'est beaucoup plus que la méthode symptothermique. Donc, quand on mixe la méthode symptothermique et la méthode du calendrier, on peut plus se reposer sur le 0,4% de la méthode symptothermique. On vient mixer l'efficacité avec la méthode du calendrier. Donc, ça, c'est une erreur que je vois vraiment régulièrement. Puis, par rapport à l'utilisation de la méthode symptothermique, là où il peut y avoir des erreurs, c'est dans l'interprétation de nos signes qu'on a observés. Donc, plus on connaît nos signes et plus on prend un accompagnement. Je me répète, mais ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Oui. Puis ça va dépendre, dans le fond, de qu'est-ce que la personne a compris ou pas. Oui, exactement. Okay. Mais on a quand même des règles de sécurité pendant l'atelier, comme le calcul théorique, c'est un calcul qu'on apprend pendant l'atelier, qui varie en fonction des personnes. Il va vraiment venir comme mettre une ceinture de sécurité au début du cycle pour pas qu'on dépasse. Même si on n'observe pas encore de glaire cervicale, il y a un jour à ne pas dépasser. Donc ça, on l'apprend en atelier. Selon, si on est régulière, selon le calendrier? Exact. Pas selon le calendrier, mais c'est basé sur la longueur des cycles les plus courants et sur notre expérience de la pratique de la méthode symptothermique. Okay. Donc, même si on ne voit pas apparaître de glaire cervicale, on ne va pas prendre de risque au niveau de l'entrée dans la période de fertilité probable. Et on a aussi les 3 jours de validation de température haute, parce que c'est possible qu'une journée, on ait une température basale plus haute, parce que, par exemple, on a bu de l'alcool la veille. L'alcool, ça fait travailler le corps, ça crée de la fièvre. Moi, ça a vraiment été une prise de conscience parce que j'ai réalisé à quel point boire de l'alcool, mon corps, il travaillait fort pour l'évacuer. Là, je fais vraiment de la fièvre le lendemain. Puis, donc, on va comme attendre 3 températures hautes pour s'assurer qu'il n'y a pas de fièvre liée à l'alcool ou à une médication ou à une maladie. Ouais. Et là, est-ce que tu veux tout de suite entrer dans... Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à la température? Non, mais il y a plein de choses encore à dire, mais j'invite les personnes à aller en atelier si elles veulent en savoir plus, Puis au niveau du col de l'utérus, qu'est-ce qu'il faut observer?
Ouais. Le col de l'utérus, c'est un organe qui va évoluer en fait en fonction de nos hormones. Donc au début du cycle, quand on est en infertilité préovulatoire, il va être vraiment bas dans le vagin. Donc on va juste comme pouvoir rentrer 1 ou 2 doigts propres dans le vagin, puis on va facilement le sentir là. Il va aussi être plutôt dur en fait en période d'infertilité préovulatoire et post-ovulatoire, un peu comme la texture d'un nez. Et quand on se rapproche de l'ovulation, il devient tout mou, un peu comme un lobe d'oreille. Ah, c'est une comparaison, ouais. Puis quand on se rapproche de l'ovulation aussi, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « j'arrive plus à le toucher » parce qu'il est rendu tellement haut dans le vagin que les 2 doigts ne suffisent pas à l'atteindre. Donc en fait, il va vraiment monter petit à petit en s'approchant de l'ovulation. On a aussi l'orifice. Donc, tu parlais tout à l'heure que le col de l'utérus, ça ressemblait au gland en fait du pénis. Donc, il y a un trou, un orifice au milieu. Et cet orifice-là, il va s'agrandir petit à petit quand on va se rapprocher de l'ovulation. Puis, on a des photos dans l'atelier qui sont assez parlantes. Là, on voit le col au début ou à la fin du cycle menstruel. Il est vraiment fermé, pincé. L'orifice est vraiment très, très serré, pincé. On ne peut pas rentrer le bout du doigt dedans. Puis, quand on se rapproche de l'ovulation, on va pouvoir aisément rentrer un petit bout de doigt à l'intérieur de l'orifice. On sent qu'il y a moins de résistance à ce moment-là. Et aussi au niveau de l'inclinaison, en fait. Quand on est en phase d'infertilité, il va être vraiment incliné sur la paroi du vagin, comme s'il voulait se resserrer dans un petit coin. Ah oui, OK. Puis quand on approche de l'ovulation, il va vraiment être droit, parallèle aux parois vaginales. Puis le col, il est vraiment fiable par rapport à la glaire cervicale. On l'a dit qu'il peut être impacté par l'alimentation, par la médication, par l'hydratation. La température, elle peut être impactée par la prise d'alcool ou quand on est malade. Le col de l'utérus, lui, il reste quand même assez fiable, peu importe ce qui se passe dans notre quotidien. Fait que c'est un petit peu notre signe qui nous permet de venir confirmer des informations qu'on a eues avec la glaire cervicale et la température. C'est aussi ce qui a permis d'augmenter l'efficacité de la méthode symptothermique, parce qu'on double-check nos informations. Puis c'est quand même assez, contrairement à la croyance populaire, là, je pense, là, c'est quand même assez fiable. T'as-tu les données, les stats? De la méthode symptothermique? Oui. La méthode symptothermique, elle est en usage parfait. Donc, si on utilise parfaitement la méthode symptothermique, elle est de 0,4% de risque de grossesse sur 100 personnes. Donc, efficace à 99,6%. Là. Ouais, alors nous, on préfère pas convertir parce que... Ah, OK. Oui, les scientifiques pas vraiment ça, mais un risque de grossesse, on peut pas le convertir en taux d'efficacité. OK. Parce qu'en fait, dans les études, un risque de grossesse, c'est un risque de grossesse, puis ça inclut pas... alors, quand on convertit en taux d'efficacité, on compte pas, par exemple, les personnes qui sont subfertiles, etc. Donc, bref, nous, on veut respecter la rigueur scientifique. Il y en a des questions pas bonnes. Oui, mais tellement... En fait, il y a énormément d'institutions, même en santé, qui convertissent un taux de risque de grossesse en taux d'efficacité. Puis, quand on discute avec eux, c'est pour des raisons de compréhension. Mais nous, on pense que le public, il est autant capable de comprendre un risque de grossesse qu'un taux d'efficacité. Même moi, personnellement, je trouve que c'est plus parlant quand on me dit « t'as tant de chances par mois, par cycle de tomber enceinte », plutôt qu'on me dise « ça, c'est efficace à tant de pourcents ». Bon, après, c'est subjectif à chacun, mais... Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à l'observation du col? Parce que j'ai pensé par rapport à la température, on a parlé des applications qui se fient plus sur la méthode du calendrier, mais il y a des dispositifs maintenant, il y a des outils aussi autres que le thermomètre. Alors, juste avant, je vais préciser par rapport à l'efficacité. Donc là, j'ai parlé de l'efficacité théorique, donc celle qu'il y a dans les livres, puis celle que les personnes, quand elles utilisent la méthode symptothermique de manière très rigoureuse qu'on étudie dans les études scientifiques. Mais il y a aussi le taux d'usage courant, donc qui inclut des erreurs. C'est comme par exemple si on prend la pilule hormonale, puis que certains jours, on va l'oublier de temps en temps. Bon, la méthode symptothermique, c'est pareil. Il peut y avoir des oublis de prise de température, il peut y avoir des erreurs d'interprétation, on en a parlé. Ce taux, il se situe à 2%. OK.
de risque de grossesse. Donc, d'où c'est vraiment ma stat comparable. que j'avais lu, mettons, 98% d'efficacité versus 93%. C'est ça. Ça part de là. Ça part de là. Oui. Mais tu as bien apporté la nuance, là, quand même. Là. Et c'est vraiment comparable au taux d'efficacité, au risque de. Il a été transformé en taux d'efficacité, donc je vais parler de taux d'efficacité, mais au taux d'efficacité qu'on peut voir sur la pilule hormonale et sur le stérilet hormonal. Donc la méthode symptothermique, elle se situe au même niveau d'efficacité que ces deux méthodes. Puis toutes les autres, pas toutes les autres méthodes, mais en tout cas toutes les méthodes les plus couramment utilisées comme le condom, les spermicides ou le stérilet de cuivre vont avoir un niveau d'efficacité un petit peu inférieur à ces méthodes-là. OK. Ouais. Donc, puis aussi, j'imagine qu'on peut combiner aussi, là. Supposons qu'on utilise le condom, on peut quand même faire la méthode symptothermique. Puis... Oui, mais il faut garder en tête que déjà, quand on utilise le condom pendant la phase de fertilité probable de la méthode symptothermique, on utilise l'efficacité du condom. Donc, on n'utilise plus la méthode symptothermique. La méthode symptothermique, on l'enseigne avec une période d'abstinence. Pour atteindre les taux les plus élevés d'efficacité, on l'enseigne avec une période d'abstinence au moment de la fertilité probable. Okay. Si on décide d'utiliser le condom, on utilise l'efficacité du condom. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est quand les personnes utilisent le condom avec la méthode symptothermique, ce qui est un choix totalement possible, et nous, on est pour, de toute façon, le choix libre et éclairé, mais il faut juste savoir que quand on divise la confiance entre deux méthodes, mais on se rend compte qu'il y a un peu moins d'attention qui est donnée à la méthode symptothermique. Donc, ça fait certainement baisser les niveaux d'efficacité. OK. Donc, dans le fond, c'est d'apprendre à se connaître. Exactement. C'est ça, c'est du cas par cas. Puis, ouais. Puis d'utiliser aussi ce qui fait mieux pour nous aussi. Oui, totalement. Si on a, supposons, je sais pas, on a oublié de prendre la température ou de regarder le col, on peut quand même utiliser une autre méthode pour pallier un peu ce mois-là, puis continuer, etc. C'est vraiment au choix des personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes soient bien informées pour faire après les choix qu'elles veulent en conscience. Ouais. Là. Puis le col, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à ça? Ou... Je sais plus, mais encore une fois, dans l'atelier, il y a beaucoup plus d'informations sur le col. Puis là, par rapport, pour revenir maintenant à ta température, on a parlé de thermomètre. Il y a aussi des dispositifs physiques, comme un petit dispositif intravaginal qu'on peut mettre ou un dispositif le bracelet TemDrop. C'est ça, sur le bras. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ça? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on peut s'y fier? Mm-hmm. Ouais. Nous, on a cette année fait un banc d'essai pour... En fait, régulièrement, on utilise les nouvelles technologies. Enfin, on vient tester les nouvelles technologies pour voir qu'est-ce qu'on en pense, nous, en tant qu'organisme. Donc, ce sont nos formateurs et nos formatrices qui les utilisent. Il y a juste une marque, parce que tu m'as mentionné la marque TemDrop. Est-ce qu'il y en a juste une marque? Ou... je sais qu'il y a de plus en plus d'objets qui sortent. Moi, je connais vraiment plus le TemDrop. C'est ça qui a été... c'est ça qui a été évalué, oui. Sur le banc d'essai. Oui. Puis les bagues, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent les bagues aussi et les montres connectées. On les a pas encore testées, mais en tout cas, nous, on a un doute par rapport à la fiabilité de la température au niveau du doigt et du bras. On a plus de doute au niveau de la fiabilité de la prise de température, mais on a testé le bracelet parce que c'est un bracelet qui vient prendre la température vraiment au niveau du bras à l'intérieur pendant la nuit. Ah, comme un peu l'aisselle? Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête que c'était à l'extérieur. Non, ça va vraiment être à l'intérieur du bras. Puis ça va être pendant la nuit qu'on va le porter toute la nuit. Puis le bracelet vient prendre la température à plusieurs moments dans la nuit. Okay. Donc il y a un avantage qui est indéniable, c'est qu'on n'a pas besoin le matin de penser à prendre sa températion. Puis pour penser le soir à le mettre, par exemple? Oui. Il faut penser le soir à le mettre. Donc, ça dépend aussi des habitudes au quotidien. Est-ce que c'est confortable? C'est super confortable. Okay. Nous, on a envoyé un questionnaire justement pour poser ce type de questions aux participantes à la fin. Et on n'a eu aucun retour du fait que c'était inconfortable. Parfait. Mais non, mais c'est parce que quand on ne connaît pas quelque chose, quand on l'a pas essayé, souvent on juge. Puis, c'est pour ça que c'est bon d'avoir l'expérience des autres qui l'ont testé. Tout. Et là, finalement, comme ça prend plusieurs fois, est-ce que il y a une conclusion d'efficacité?
Est-ce que vous le recommandez? Ouais, alors nous, on a étudié l'efficacité, l'utilisation et l'acceptabilité aussi, savoir finalement si c'était un choix intéressant pour les personnes qui l'ont utilisé. L'efficacité, il y a deux choses qui se sont un petit peu différenciées par rapport à l'utilisation du thermomètre basal. La première, c'est que la phase de fertilité probable se terminait plus tard avec le TemDrop qu'avec le thermomètre basal, d'environ 1 ou 2 jours, voire 3 jours pour certaines personnes. Donc ça décalait finalement la période où on ne peut pas avoir de rapport sexuel sans autre protection barrière. Donc pour certaines personnes, c'était un avantage pour elles d'utiliser le bracelet parce qu'elles trouvaient ça pratique de ne pas avoir à prendre leur température le matin ou parce qu'elles avaient des nuits un petit peu plus agitées ou elles travaillaient sur des quarts différents. Mais pour d'autres personnes, ça a été un frein à l'utilisation d'utiliser TemDrop parce que ça a augmenté finalement les jours. Puis ça, est-ce que c'est de par l'endroit où la température est prise ou on ne sait peut-être pas la réponse là, mais est-ce que si, mettons, il y avait un TemDrop intravaginal, parce qu'il y en a aussi des dispositifs intravaginaux. Oui, il y en a aussi. Mais ça, vous ne l'avez pas étudié, donc on... Non. Mais j'avais entendu en préparation, là, aujourd'hui, j'avais entendu un des désavantages du dispositif intravaginal, c'est que c'est pas... tu sais, c'est tout petit, donc il ne va pas tenir en place à moins qu'on soit couché. Okay. Donc, le désavantage de ça, c'est que si tu vas aux toilettes la nuit, ben, il faut que tu l'enlèves, sinon tu vas le perdre dans la toilette. Donc, pas pratique. Non, c'est ça, pas pratique. Ouais. Mais là, je me dis, ben, là, avec toutes les technologies, il y a sûrement moyen de faire comme un anneau contraceptif Nuvaring, comme un disque menstruel. Il y a sûrement moyen de faire, tu sais, je sais pas, là, peut-être que les compagnies un jour le feront, là, tu sais, pour contrer cette problématique-là. Fait que, mais on sait pas, on émet l'hypothèse que peut-être que c'est pour ça que la température, l'augmentation de température après l'ovulation est décelée plus tard avec TemDrop. Ouais. C'est lié à l'algorithme, puis on n'a pas plus d'informations. On a contacté TemDrop pour avoir plus d'informations sur comment l'algorithme est fait, mais c'est une recette secrète. Attends, je comprends pas. L'algorithme, c'est pas juste comme juste une montre qui dit ça prend la température, mais il y a quand même un algorithme parce que on voit que par exemple les températures, ça c'est le deuxième point d'ailleurs, j'y viens, les températures qui sont dérangées, donc par exemple quand il y a une prise d'alcool ou quand il y a un réveil tardif ou quand on sait qu'il y a une température qui est plus haute que les autres températures, par exemple en plateau bas, et bien nous, ce qu'on va voir avec le TemDrop, c'est qu'il va un petit peu venir lisser les dérangements. OK. Donc, on pense qu'il y a quand même... Parce que dans le fond, c'est qu'il prend plusieurs fois, mais il donne juste une moyenne. Exactement. OK. Il prend une moyenne, il donne une moyenne, mais on voit moins apparaître les dérangements avec le TemDrop qu'avec le thermomètre basal dans notre étude. Donc, on pense fortement qu'il y a un algorithme qui vient avoir un impact, en tout cas, sur la manière dont sont retranscrites les températures. Mais excuse-moi d'inciter, mais l'algorithme, est-ce que c'est entre les personnes ou c'est l'algorithme selon les données de la personne? Je pense selon les données de la personne, mais je connais pas les. OK. L'algorithme fait que j'aurais du mal à en parler davantage, ouais. Donc, la température avec le thermomètre basal, c'est très bien. Et l'autre, on n'a pas assez d'informations pour conclure quoi que ce soit. Mais au moins, je pense que c'est bien d'en parler, de savoir que ça existe. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui vont juste vraiment trop oublier souvent le matin ou qui vont pas penser qu'ils vont aller aux toilettes, ils vont la prendre quand même. Puis là, ça peut occasionner des risques d'erreur. C'est ça. Donc, savoir... Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Puis quand même, de manière globale, on a observé les mêmes températures avec le TemDrop qu'avec le thermomètre basal. C'est juste ces 2 points que je viens de mentionner qui se différenciaient en fait entre les 2 types de thermomètres. Mais nous, c'est sûr que tant qu'on n'aura pas plus d'informations sur la fiabilité et l'efficacité du bracelet, puis sur ces 2 paramètres-là liés à l'algorithme, c'est pas quelque chose qu'on va ouvertement recommander. Mais en tout cas,
on a donné l'information qu'on savait, puis qu'on a réussi à... C'est ça, l'objectif, là, c'est pas de dire si c'est bon ou pas, c'est juste que de donner l'information qu'on a en ce moment. Exact. Pour que chacune puisse faire un choix éclairé. Puis peut-être que dans 6 mois, ou peut-être qu'à un moment donné, on aura plus d'informations. Oui. Mais là, pour l'instant, on n'y a pas encore accès. Mais je trouve ça pertinent quand même de le mentionner. Au lieu de dire oui, c'est aussi efficace, puis tu sais, il n'y a pas de solution magique là, en tant que telle. Là. Non. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport à la température? Par rapport au thème job? Par rapport, ouais. Les applications mobiles. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans le même cadre de la question des objets connectés, mais les applications mobiles aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont vers les applications mobiles. Puis nous, on appelle à la prudence par rapport aux applications mobiles. Déjà parce qu'il y a une majorité d'applications qui sont basées sur la méthode du calendrier, qui est une méthode de contraception qui est très peu fiable. Et on voit en fait surtout les jeunes qui utilisent de plus en plus les applications de type calendrier comme méthode de contraception. Donc on a peur pour les risques de grossesse que ça pourrait engendrer. As-tu des applications? Parce que là, dans le fond, si ça dépend de comment que l'application est montée ou programmée, en tout cas, je ne sais pas le terme approprié, là, à ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui seraient plus à conseiller? Ou... Oui, je ne vais pas donner de marque, mais il y a plusieurs applications. Souvent, quand vous allez vous connecter sur l'application, il va y avoir comme un cycle, un cercle rond avec période d'infertilité, période de fertilité. Ça, c'est des applications de type calendrier, souvent. OK. Puis après, on va avoir des applications avec, en plus, des fonctionnalités prédictives. Donc ça, c'est encore plus dangereux en termes de sécurité contraceptive. Je pensais que tu allais dire c'est encore plus précis. Non, parce qu'à partir du moment où une application se permet de dire « on pense que tu vas ovuler dans 2 jours », par exemple, ou que ton cycle va être de telle longueur, donc ta période de fertilité probable va être à tel moment, elle va commencer à tel moment et finir à tel moment. C'est là où il y a plus de danger, en fait, parce que les personnes vont vraiment se fier à l'application plutôt que se fier à leur corps et à leurs signes physiologiques, parce qu'on en a déjà parlé, l'ovulation, elle peut arriver très tardivement dans le cycle, plus tôt, il peut y avoir des cycles irréguliers. Puis l'application, elle ne sait pas qu'il va y avoir un cycle irrégulier, elle ne sait pas que... Surtout, quand on rentre dans la périménopause, on a de plus en plus de cycles qui vont être une fois courts, une fois très longs. Là, pour les personnes... Parce que, tu sais, moi, je fais de l'endométriose, j'ai des ovaires polykystiques et mon cycle il est rarement régulier. Là, là dans les derniers mois, un petit peu plus. Là, peut-être je suis plus consciente de mon alimentation. Mais, tu sais, puis avant ça, là, tu sais, moi, je faisais en plus de ça des tests d'ovulation pour essayer de tomber avant de savoir que j'avais... Avant d'aller en traitement de fertilité. Là. Puis là, finalement, quand je faisais des tests, j'ai tellement dépensé d'argent. Là, en plus, je prenais celui-là où est-ce que c'est écrit vraiment de manière numérique, là, au lieu de prendre la petite bandelette là, avec les petits barres. Puis finalement, comme je ne voulais pas. Donc là, selon la méthode symptothermique, moi, qu'est-ce que je ferais? Comme je prendrais ma température puis elle ne monterait jamais? Ou comment que ça se passe à ce moment-là, concrètement? Mais c'est ça qui se passe, en fait, quand on est en recherche de grossesse avec les bandelettes. Ça va calculer, en fait, les pics. Ça va donner les pics de LH. Ouais. Mais pour certaines personnes, il va y avoir un pic de LH, mais il ne va pas y avoir d'ovulation au bout du pic de LH. Okay. Puis nous, ça, on l'observe sur les graphiques symptothermiques. On appelle ça les tentatives d'ovulation. Donc, c'est le corps qui essaye d'ovuler et pour une raison ou pour une autre, il a l'intelligence de se dire non, c'est pas le meilleur moment pour qu'elle ovule. C'est tellement intéressant. Moi, j'étais sûre que maintenant que... Parce que moi, dans le fond, le problème, c'est qu'il y en avait juste jamais de pic de LH. Mais là, maintenant, mettons, si j'avais un pic de LH, c'est pas nécessairement parce que j'ai un pic de LH que je vais... Oh mon Dieu! Non. Okay. Et avec la méthode symptothermique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la hausse de température. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on a ovulé. Okay. Puis, on le sait parce qu'en fait, le follicule, qui est la petite maison, en fait, dans laquelle reste l'ovule en attendant d'être libéré, ce follicule, une fois l'ovule libéré, une fois que l'ovule, finalement, va être libéré, non fécondé, et donc va s'autodétruire, cette maison va se dissoudre et va devenir ce qu'on appelle le corps jaune. Et c'est ce corps jaune, en fait, qui va sécréter de la progestérone. Et la progestérone fait augmenter la température du corps. Donc, suite à l'ovulation, une fois que l'ovule est mort, la température basale augmente. Puis c'est pour ça qu'on sait
que l'ovulation est passée. Puis ça, une bandelette pour la recherche de grossesse, elle n'est pas capable de confirmer que l'ovulation a bien eu lieu. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui donnent tout à ce moment-là dans leur recherche de grossesse, alors qu'en fait, il ne va pas y avoir d'ovulation. Si on compare à la contraception hormonale versus la méthode symptothermique, ce serait quoi les avantages? C'est sûr que si on a des effets secondaires sous contraception hormonale, il y a des personnes qui vont préférer se tourner vers les méthodes naturelles. C'est une méthode aussi qui n'est pas invasive, donc il y a d'autres méthodes de contraception qui vont être plus invasives, qui nécessitent une opération, qui peut être douloureuse. Il y a des personnes qui ne vont pas vouloir forcément vivre ce type de douleur. Attends une minute, quand tu dis une opération, c'est-tu par rapport à enlever les trompes? Ou... La mise de stérilet. OK. Mais oui, qui est une petite opération. Une petite oui. Donc ça va être ça. Puis après, on a beaucoup de personnes aussi qui utilisent la méthode symptothermique pour des raisons écologiques, parce que c'est une méthode qui ne crée très peu de déchets, en fait, à part le thermomètre basal. On va pas libérer... plusieurs années, là, j'imagine. Oui, exactement. C'est 5 ans. En tout cas, nous, on dit c'est 5 ans minimum. Après, on peut l'utiliser jusqu'à temps qu'il arrête, tout simplement, il s'arrête. Mais généralement, c'est 5 ans minimum. Puis là, par rapport à l'écologie, c'est pas juste l'écologie du packaging, là. C'est par rapport aux hormones. C'est ça qui sont dans les eaux. Quand on prend, par exemple, des contraceptions hormonales, on va libérer des hormones de synthèse qui vont aller dans les eaux. Puis, il y a encore peu d'études sur le sujet, mais on sait qu'aujourd'hui, les eaux sont de plus en plus contaminées par les contraceptifs hormonaux. Et là, ça veut-tu dire que si nous, on habite à Montréal, ça veut dire qu'on boit toutes les hormones des gens de Toronto? On sait pas. Okay. Ouais. Parce que dans le fond, les eaux traitées, c'est vraiment plus par rapport aux microbes. On sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une possibilité de ça. Le Réseau des femmes en environnement met à disposition une brochure qui s'appelle Sabotage hormonal. Okay. Et dedans, il y a toutes les études par rapport aux perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver. Puis, merci. Il y a plus de détails par rapport à ça. Mais c'est sûr que les hormones de synthèse qu'on libère ont une incidence sur la santé globale du monde, puis sur la fertilité masculine, féminine. Il y a aussi des... Et sur la faune aussi, là. J'ai juste fait allusion aux êtres humains qui reboivent cette eau, mais par rapport aux poissons. Oui, il y a une féminisation. Il y a une féminisation en fait des organes sexuels des animaux. Puis ils en parlent très bien dans cette brochure. Je vous la conseille. Merci. Donc l'écologie, l'économie, inévitablement, j'imagine. Oui, l'économie, 100%. Ça coûte presque rien une fois qu'on a acheté notre thermomètre, d'observer versus la pilule contraceptive si on peut la payer puis qu'on n'a pas les assurances. Puis le partage aussi de la charge contraceptive, c'est une méthode dont la charge peut être partagée au sein du couple. Nous, on a par exemple des couples où c'est la femme qui va observer sa glaire cervicale et son col de l'utérus, puis c'est l'homme qui va remplir le graphique symptothermique, puis mettre le thermomètre le matin dans la bouche de sa femme parce qu'elle préfère continuer à dormir. Ou on a plein de témoignages comme ça de personnes où c'est plus l'homme finalement qui prend le lead sur remplir le graphique, avoir la charge mentale au quotidien. Et là, en autant que ça nous convient, là, moi, je suis pas sûre que j'aimerais ça que mon chum me mette Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Mais c'est bien que tu le dises parce que c'est ça, il y en a pour qui ils vont aimer ça. Puis, fait que c'est vraiment du cas par cas, puis savoir au moins que c'est vrai qu'on peut impliquer le partenaire. C'est pas juste on fait nos affaires d'un côté. Ce qu'on entend aussi, c'est que généralement, ça améliore la discussion autour de la sexualité et de la fertilité au sein du couple. On a beaucoup de témoignages dans ce sens qui disent ça nous a rapprochés. Quand on est en période de fertilité probable, on essaye une sexualité différente, une sexualité non pénétrative. Puis avant, on axait beaucoup notre sexualité sur la pénétration. Donc ça a comme augmenté leur vocabulaire au niveau de la sexualité. Donc il y a toute cette
part là de la méthode symptothermique qui peut être intéressante aussi pour certains couples. Puis là, tu parles de sexualité, ça me fait penser à la libido. Tu sais, étant donné que c'est pas pour tout le monde là, que la libido va augmenter à l'ovulation, il y en a pour qui ça va faire super mal, puis au contraire, là, où il y a, bon, mais si on est de ce type-là que la libido va augmenter, tandis que quand on est sur une contraception hormonale, étant donné qu'il y a les hormones à tous les jours, ça, est-ce que ça peut faire aussi augmenter la libido ou changer, en fait, la libido versus si on est en contraception hormonale? Oui, on sait qu'un des effets secondaires de la pilule hormonale ou d'autres moyens de contraception hormonale, c'est des fois la baisse de libido. Moi, mon expérience personnelle, c'est quand j'ai arrêté la pilule hormonale, j'ai découvert ce que c'était la libido vraiment, réellement. Puis on a beaucoup de personnes aussi qui commencent à utiliser la méthode symptothermique et qui nous disent « Waouh, je découvre ce que c'est la libido », puis le fait qu'il y ait des variations dans le cycle. La libido, mais aussi toute la palette émotionnelle qu'on peut vivre à travers le cycle. C'est quelque chose qui est un petit peu en dormance parce qu'on n'a pas d'ovulation quand on est sous contraception hormonale. Donc, on n'a pas toute cette variation d'humeur et de ressenti et d'émotions au travers le cycle. Donc, il y a comme aussi souvent, quand on apprend la méthode symptothermique pour des personnes qui ont utilisé la contraception hormonale pendant très longtemps, tout un apprentissage, puis une réappropriation de cet aspect émotionnel qui est quand même intéressant. Oui. Bien, tout à fait. Puis là, tu me parles justement de la variation hormonale et tout. Et là, les saignements, quand on est sur une contraception hormonale, que ce soit la pilule, ou parce que dans le fond, le dispositif sur l'implant, en fait, il y a des personnes pour qui ça va arrêter pendant plusieurs mois, ça va reprendre. Tu sais, il y a des personnes pour qui non, les saignements vont. Qu'est-ce que c'est les saignements quand on est sur la contraception hormonale, si ce n'est pas l'endomètre qui se détache comme les menstruations quand on est sur un cycle naturel? Mm-hmm. Que tu sais? Oui. Je vais expliquer ce que c'est que la menstruation. Oui. Quand on menstrue, c'est en fait la paroi utérine, donc l'endomètre, c'est de la peau. Dans l'utérus, il y a une paroi, une peau, une muqueuse en fait, qui est de l'endomètre. Et cet endomètre, au contact des variations hormonales, il va croître, il va devenir de plus en plus épais. Puis au moment où la progestérone chute, donc à la fin du cycle, ça envoie au cerveau le message « il faut dégrader l'endomètre ». Donc à ce moment-là, l'endomètre va se liquéfier et va devenir la menstruation qui va s'écouler par le col de l'utérus, par le vagin et finalement qui va s'écouler au niveau de la vulve. C'est pour ça qu'il y a des petits caillots, des petits morceaux de tissu. C'est vraiment l'intérieur de l'organe qui sort, là. Oui, exactement. Alors, quand on est sur la contraception hormonale, oui, quand on est sur l'endomètre ne pèse pas, mais qu'il y a des saignements pareils. Qu'est-ce que c'est? C'est un saignement de privation, en fait. Et pourquoi j'expliquais ce que c'était la menstruation, c'est que la menstruation, elle fait toujours suite à une ovulation. Donc, quand on mais dit... pas nécessairement. Parce que moi, si j'avais pas d'ovulation, j'étais menstruée. Eh bien, nous, on appelle ça un épisode un saignement qui fait suite à un épisode anovulatoire. Mais la menstruation, dans sa définition, c'est un saignement qui fait suite à une ovulation. Puis, le saignement qu'on a sous pilule hormonale, c'est un saignement de privation. C'est-à-dire qu'on va nous donner des hormones de synthèse. À ce moment-là, on ne va pas avoir de menstruation normalement. Et quand on arrête les hormones de synthèse, au moment où il y a, vous savez, dans la pilule, il y a toujours quelques pilules qui sont des placebos de couleurs différentes. Quand on va prendre ces pilules-là, ça va faire chuter en fait les hormones de synthèse et il va y avoir un saignement de privation à ce moment-là. Il y a d'autres choses que tu penses à nous partager pour mieux vivre les menstruations? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant? Je t'avais déjà entendu dire, on n'a pas parlé, mais j'avais déjà entendu dire que tu avais fait le jeûne intermittent et tu avais vraiment vu une variation dans... parce qu'en traitement de fertilité, après ma première grossesse, mes parents avaient comme commencé, ils m'avaient dit tous les bienfaits. J'avais commencé un peu à faire... Puis on entendait
plus parlé, là, j'avais commencé à faire le jeûne intermittent. Puis quand j'étais retournée en traitement de fertilité pour mon deuxième enfant, il fallait que je prenne des pilules de metformine qu'il faut absolument prendre pendant qu'on mange, sinon ça peut être trop irritant pour l'estomac. Fait que là, puis j'avais le choix d'en prendre 2 ou 3, en tout cas, peu importe. Là, là j'avais dit que je faisais le jeûne intermittent, mais elle avait dit « Oh non, fais pas ça, c'est pas conseillé. » Puis là, après ça, je t'avais entendu parler que tu avais vraiment vu une variation. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager ton expérience personnelle? Je peux partager mon expérience personnelle. En fait, moi, je fais de l'endométriose, donc c'est une pathologie qui augmente les douleurs au moment des menstruations, qui peut même donner des douleurs complètement invalidantes. Puis il y a d'autres symptômes aussi qui viennent avec cette pathologie. Oui, c'est complexe. Puis j'ai essayé plusieurs choses pour prendre en charge cette maladie-là, puis essayer de mieux vivre avec. Puis à un moment donné, j'avais entendu tu pourrais peut-être essayer le jeûne. C'est pas un jeûne intermittent que j'avais fait, c'était plutôt un jeûne sec de plusieurs jours. Okay. Et en fait, j'avais déjà commencé à pratiquer la méthode symptothermique, donc je m'étais dit je vais aussi observer par rapport à mes signes de fertilité si je vois des différences sur mon graphique symptothermique. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des cycles qui étaient quand même assez réguliers, donc des cycles de 27-28 jours avec une phase lutéale assez régulière. Et en fait, j'ai fait mon jeûne et mon ovulation n'est pas arrivée comme elle aurait dû arriver au moment où je l'attendais. Elle est arrivée vraiment beaucoup plus tard. Puis je sais que c'est arrivé aussi à des amis à moi qui pratiquent le jeûne régulièrement de m'appeler pour me dire j'ai ovulé, comme j'ai pas mes menstruations, j'ai un retard de menstruation. En fait, c'était un retard d'ovulation. Ouais. C'est que comme on en a parlé, le corps, il a l'incroyable intelligence de se dire c'est pas le moment pour faire un bébé, elle n'a pas les ressources, elle est carencée, elle a pas assez mangé, elle est stressée, enfin peu importe les raisons. Mais il faut d'abord survivre. Exactement. Pour pouvoir éventuellement avoir une grossesse. Là. Exactement, c'est secondaire donc il a la faculté de déplacer l'ovulation et de remettre l'ovulation à plus tard. Puis moi, je l'ai vraiment observé sur mon graphique symptothermique. Oui, mais je trouve ça intéressant de partager l'information parce que, tu sais, on parlait un peu de l'alimentation et tout, mais tu sais, quelqu'un qui va bien s'alimenter, puis, tu sais, de savoir que ça peut, puis c'est pas... je conseille pas du tout le jeûne, d'ailleurs. Pour les personnes qui ont des troubles hormonaux, ça vient justement altérer un petit peu les fonctions hormonales pendant quelques jours, le temps qu'on est carencé. Donc, c'est pas forcément... Je partageais pas cette histoire pour faire la promotion du jeûne, c'est vraiment pour dire à quel point un événement dans notre alimentation peut avoir un effet sur l'ovulation. Oui, exact. C'est exactement pour ça, là, parce que des fois, tu sais, quand on dit juste l'alimentation, c'est un peu vague, mais je trouvais ça pertinent, je trouvais comme histoire, tu sais, puis de voir aussi que ça peut avoir une influence. On dit pas que c'est bien ou mauvais, là, on fait juste partager qu'est-ce qui peut arriver, là, si on le fait ou pas. Puis, pour terminer l'épisode, à chaque épisode, je demande à l'invité si ça se souvient de ses premières menstruations. Toi, est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Tu veux nous raconter comment ça s'est passé? Oui. J'ai eu mes premières menstruations très jeunes, autour de 9-10 ans. Je me rappelle, j'étais la deuxième personne de mon école à être menstruée. De ta classe, là? Ouais. Puis c'était... c'est quelque chose que je vivais vraiment de manière très intime, personnelle. Puis j'en parlais assez peu à mes parents puis à d'autres personnes. Mais est-ce que tu savais quand ça t'est arrivé que c'était quoi les menstruations? Oui. OK. Fait que, t'as pas eu ce traumatisme-là, là? Non, j'avais eu quand même quelques explications. Puis mes parents m'avaient montré les protections menstruelles que je pouvais utiliser. Donc, j'avais quand même un minimum d'informations. Mais par contre, après, c'est vrai que j'avais des cycles menstruels irréguliers, ce qui est normal, somme toute, le temps que le système endocrinien se mette en place. C'est normal d'avoir des cycles irréguliers. Ça prend 2-3 ans. Ça peut prendre... Exactement. Jusqu'à 2-3 ans, le temps de se mettre en place. Mais à ce moment-là, l'information que j'avais eue, c'est si tu as des cycles menstruels irréguliers, puis je faisais un peu d'acné, puis j'avais des douleurs menstruelles aussi un petit peu. Fait que j'en avais parlé à ma gynécologue, et ma gynécologue m'a dit très rapidement, on va te mettre sous pilule. Puis j'ai comme eu la pilule super tôt, puis maintenant, je me rappelle même plus, j'ai posé la question récemment à mes parents, je me rappelle même plus comment ça s'est passé, parce que je pense que j'ai dû avoir une autorisation parentale pour avoir la pilule à cet âge
âge-là. Enfin, en tout cas. En tout cas, de nos jours, c'est en bas de 14 ans, oui, ça prend. Là. C'est ça, exactement. C'est-tu 13, c'est rendu, non, je pense 14. En tout cas, oui, 14, c'est ça. Puis j'ai eu la pilule, j'ai été sous la pilule pendant très longtemps, comme 14 ans, quelque chose comme ça. Puis je me suis pas ou peu questionnée sur comme... J'étais juste, ça régularise mes cycles. C'est ça qu'on m'a dit. C'est ça que la gynécologue m'a dit à ce moment-là. Ça va régulariser ton cycle. Elle m'a pas dit que j'allais plus du tout avoir de cycle et que j'allais plus ovuler. L'important de partager l'information. Exactement, ouais. Puis chez Serena Québec, on part un événement... Enfin, on a parti il y a quelques années à un événement qui s'appelle la Semaine Rouge. C'est une semaine de sensibilisation et d'information autour des premières menstruations et du cycle menstruel. Puis les dernières éditions, c'était en ligne, donc les parents pouvaient participer avec leurs ados. Mais à partir de cette année, on va enseigner dans les classes. Cool. On a une 60aine d'écoles qui ont montré leur intérêt pour... Primaire, secondaire? Plus le secondaire pour l'instant, parce que les cours qu'on a développés s'adressent plus à des enfants du secondaire. Mais l'idée, c'est d'aller apporter toute cette information parce qu'il y a encore tellement de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans leur première menstruation sans avoir eu d'informations. Donc, ça peut être vraiment un choc de voir des saignements et de ne pas savoir. On a parlé de la glaire cervicale aussi tout à l'heure, qui reste un sujet tellement tabou que certaines filles pensent qu'elles sont malades quand elles voient apparaître de la glaire cervicale. C'est ça, on a 3 ateliers qu'on va aller donner dans les classes. Puis, on a aussi des partenaires, donc le RQASF et Petit Tiroir, donc, qui se sont... avec qui on collabore pour créer cet événement, la Semaine Rouge dans les écoles cette année. Puis là, je suis curieuse de savoir si les ateliers ont été faits pour les adolescents, mais qu'on est menstrué de plus en plus tôt. Parce que toi, déjà, tu dis 9-10 ans, ça peut être même 8 ans. Ce serait pas pertinent qu'on le fasse dans les écoles primaires? Est-ce que c'est un manque d'ouverture des écoles primaires ou c'est juste... Y a-t-il une raison? C'est vraiment juste par curiosité. Oui, il y a une raison. C'est sûr que on y pense de plus en plus à aller enseigner peut-être pas nécessaire en maternelle, mais il y a 3e, 4e année. C'est par rapport au cursus, en fait, par rapport à l'enseignement. Je crois que c'est en secondaire 2 qu'on apprend la physiologie, pas des menstruations, mais utérines, etc. Je ne sais plus exactement le détail scolaire, mais on est venu se positionner en rapport avec les cours qui sont donnés en sciences. On ne pouvait pas arriver avant que les jeunes aient eu certaines informations. Encore là, ça revient au fait que, si on veut innover, il faudrait peut-être... c'est sûr. Mais c'est des discussions qu'on a en ce moment. Oui, mais c'est ça. Là, mais c'est pas tout seul, ça dépend aussi des enseignants. Et ça prend une ouverture des écoles aussi, d'accueillir les personnes, de prendre du temps aussi là-dessus. Oui, exactement. Mais je me dis, étant donné que c'est lié aux premières menstruations, mais en secondaire 2, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu leur première menstruation. Donc, c'est pour ça que je me questionnais à savoir si ce serait pas pertinent de le mettre aussi. Ça le serait. On est en discussion. Un autre sujet. Mais merci beaucoup, Perrine. Tu as partagé beaucoup d'informations pertinentes. J'ai appris plein d'affaires intéressantes. Merci beaucoup pour ça. Puis, si on a besoin, on mettra le lien là, dans la description de l'épisode vers le site de Serena Québec. Excellent. Merci pour ton travail, Marielle. Merci, Perrine. Bye. Bye.